Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, un rendez-vous que nous préparons avec Paul systématiquement et qui a un peu de retard aujourd'hui, beaucoup de données à processer pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026, même si vous avez déjà retrouvé Paul la semaine dernière avec une émission qui était vraiment intéressante et beaucoup de statistiques et des stratégies concrètes à mettre en place dès le début de l'année. Au programme cette semaine, on va avoir pas mal de données effectivement, signe évidemment sur le calendrier macro, on sera sous le signe de l'inflation, beaucoup de données d'inflation cette semaine. On va avoir des publications intéressantes avec le début de la saison trimestrielle des publications des entreprises et le secteur bancaire, on va les zoomer dessus en particulier. On s'intéressera comme toujours au S&P, à sa configuration et aux intérêts en jeu, ratio put-call aussi bien entendu. On ira voir ensuite des volumes inhabituels que Paul a détectés sur différentes valeurs. Et puis on terminera cette séquence, comme toujours, par un point sur nos stratégies en cours. Et on vous proposera bien sûr une nouvelle stratégie cette semaine pour bien hedger une stratégie qui est déjà en cours. Tout l'intérêt des options, encore une fois, de pouvoir adapter et faire évoluer ces stratégies tout au long de leur durée de vie. Alors avant de passer au calendrier, je vous rappelle que Paul sera à Paris demain, mardi 13 et mercredi 14 janvier pour des formations en présentiel. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. On a eu un petit désistement de dernière minute, donc sachez qu'il reste une place pour ceux qui sont à Paris et qui veulent s'inscrire pour la séance du 14 janvier pour retrouver Paul dans une petite session, hein, des sessions de 6 personnes. Le but, c'est vraiment de comprendre les fondamentaux sur les options en 3 heures en compagnie de Paul directement. Donc n'hésitez pas à vous manifester, à vous inscrire. Vous aurez le lien dans le suivi de cette vidéo. Puis vous savez que vous pouvez nous contacter sur les différents réseaux et différents supports, dont notre site internet de l'Atelier des Options. Voilà pour cet élément d'information. Et puis on commence par le calendrier. Donc un calendrier qui va être dense cette semaine avec dès demain mardi l'indice des prix à la consommation core. On aura la publication du mois de décembre et puis l'inflation annuelle à Wall Street. Donc un rendez-vous qui va être évidemment suivi de près par les opérateurs. Mercredi, on aura les prix à la production et les ventes au détail, deux marqueurs importants d'inflation aussi. Et puis on terminera la semaine jeudi avec, pour la partie macro, avec l'indice de la fête de Philadelphie et l'indice PMI manufacturier, un indice qui est censé être avancé sur la santé de l'économie. Les premières publications de ce début d'année, d'ailleurs, ont été un petit peu mitigées à Wall Street. Pour l'instant, ça n'a pas empêché les indices de former de nouveaux plus hauts. Mais évidemment, le gros rendez-vous de la semaine qui sera marqué, je vous le dis tout de suite, par l'échéance vendredi des marchés dérivés du mois de janvier. Hein, c'est une échéance mensuelle, pas une échéance majeure, mais elle termine très tôt ce mois-ci, donc pensez-y dans la gestion de vos positions. En revanche, avant ça, on va avoir le début de la saison des publications à Wall Street et vous voyez pas mal de publications à surveiller. On va, je vous donner les ratios put-call pour toutes celles que vous avez à l'écran, mais on va pas zoomer sur l'ensemble des configurations graphiques de toutes ces valeurs. On va prendre les cas extrême. Mardi, on aura JP Morgan, on va aller jeter un œil parce que le ratio put-call est, vous le voyez, JP Morgan en vert. Vert, ça signifie que les opérateurs sont très prudents avant la publication de JP Morgan. On aura mardi aussi Delta Airlines, donc le ratio put-call JP Morgan 1,23. Donc je vous rappelle, hein, entre 0,80 et 1,20, on est à l'équilibre. En dessous, on est optimiste et au-dessus, on est prudent. Bien 1,23 pour JP Morgan, donc c'est plutôt assez prudent avant la publication de JP Morgan. En revanche, vous le voyez tout de suite, Delta Airlines en rouge, hein, vous savez que notre code couleur, c'est le suivant. Quand on est rouge, c'est que c'est dangereux a priori pour la valeur. Alors, encore une fois, c'est toujours le résultat et la publication elle-même qui va primer. Mais en tout cas, on sait grâce aux options que les opérateurs abordent la publication de Delta Airlines de façon extrêmement optimiste, voire hyper complaisante, puisque le ratio put-call est de 0,21 sur Delta Airlines, donc prudence sur Delta Airlines, on va aller jeter un œil dessus aussi. Mercredi, ce sera au tour de Bank of America de publier, Bank of America, un ratio hyper optimiste aussi, 0,21 aussi pour Bank of America, donc vous voyez pas les mêmes comportements selon les banques de la part des opérateurs, c'est ce qui caractérise à mon sens cette année, on va falloir faire du stock picking, et en tout cas sur Bank of America, les opérateurs sont très très optimistes. Wells Fargo, on a un ratio moyen
qui est à 0,55, donc on est optimiste, mais pas démesurément. Et puis il y aura Citigroup mercredi aussi. Pour Citigroup, ça reste très optimiste, 0,38. On n'est pas à l'extrême comme Delta Airlines ou Bank of America, mais un peu d'optimisme aussi sur Citigroup. On va aller jeter un œil sur le titre. Autre publication à surveiller cette semaine, c'est Taiwan Semiconductors, toujours intéressant à regarder. Là, le ratio put-call est à 0,60. On ira quand même jeter un œil sur la configuration graphique, même si on n'a pas d'extrême en termes de comportement des opérateurs avant la publication, mais c'est un baromètre important, ce Taiwan Semiconductors, donc on va aller jeter un œil dessus. Autre ratio put-call hyper optimiste, c'est celui de Morgan Stanley, et on a 0,31 de ratio put-call. Donc, beaucoup d'optimisme avant la publication de Morgan Stanley. Pour Goldman Sachs, on est à 0,73, pas de commentaire particulier. Et puis sur BlackRock, alors là, la position en option est très faible, hein, une petite position ouverte, mais en revanche, un ratio put-call qui est à 2,30. Ça fait partie des ratios les plus pessimistes qu'on ait pu enregistrer. Donc à surveiller, on ira jeter un œil sur le titre aussi, compte tenu de cet excès. Donc je vous le rappelle, cette semaine, échéance des marchés dérivés du mois de janvier. Et puis on va tout de suite passer, pour commencer comme d'habitude, à l'analyse graphique du S&P. Le S&P a réussi à déborder la semaine dernière le niveau de 6920. C'était notre gros plafond de verre, hein, qui avait fait obstacle en fin octobre, qu'on avait tenté de déborder fin décembre. On avait eu un petit rejet contre ce niveau, et la semaine dernière, on est passé au-dessus en clôture. Donc une progression pour la semaine précédente de 1,57%, qui nous permet de nous affranchir de ce niveau de 6920, de nous installer un cran plus haut, un range plus haut. Donc on avait dupliqué le range 6734-6920 pour aller chercher une grosse cible à 7106 et une résistance intermédiaire à 7000. Vous savez qu'il y a des gros intérêts d'option autour de 7000, 7100 au mieux, manifestement. Ça semble être, pour l'instant, en tout cas sur l'échéance en cours, le maximum qu'envisagent les opérateurs en termes d'intérêt sur les options. Encore une fois, ça n'est qu'un point de repère, mais si on passait ces niveaux-là, il pourrait y avoir des extensions importantes. Ceci dit, on a progressé la semaine dernière, mais avec une position ouverte qui est relativement modeste. On a progressé sur le nombre de contrats futurs que de 0,69%, et dès vendredi, une petite baisse de la position ouverte en fin de séance. Donc on a pris un peu de bénéfice dès vendredi. Malgré la progression de la semaine, donc des opérateurs qui se montrent, et c'est assez normal, prudents. Donc bien, en termes de configuration, eh bien, les plus hauts sont faits pour être débordés et continuer à être débordés. Si on regarde la configuration journalier, on a donc une bougie de vendredi encore haussière, un marché qui a débordé ce niveau de 6920, qui s'est appuyé dessus d'ailleurs ou autour avant d'accélérer à la hausse, pour terminer sur des plus hauts historiques et proches de ces plus hauts en séance. Donc on a une configuration qui reste haussière, on n'a pas d'invalidation de ce mouvement haussier. Attention à cette possible configuration en vague de Wolf, vague 1 de hausse, 2 de baisse ici, 3 de rebond ensuite qui nous a amené là et qui nous permet de former l'oblique 1, 3 ici, avec une baisse en 4 qui s'est bien arrêtée entre la 1 et la 2. Donc on a bien les éléments à surveiller, en tout cas, d'une possible vague de Wolf. Et donc c'est l'oblique formé par les points 1 et 3 qui peut nous servir de signal. Si on déborde cette oblique, donc qui est située pour la séance du jour du lundi 12 janvier, autour de 6988, et si on la déborde et qu'on la réintègre, ça pourrait être un mauvais signal qui pourrait indiquer donc le déclenchement de cette vague de Wolf, avec en mire l'oblique formée par les points 1 et 4 ici, donc cette oblique noire que vous avez là. Donc pas d'indication baissière pour l'instant, juste un petit signal éventuel à surveiller qui n'est pas encore matérialisé. Donc on reste haussier tant qu'on est au-delà de 6920, il faut s'affranchir de 6968 et 7000 et rester au-dessus, surtout pour aller chercher 7106, auquel cas le signal, encore une fois, de débordement de l'oblique noire ici et sa réintégration ensuite donnerait un petit signal baissier, donc prudence. Mais pour l'instant, les opérateurs sont déjà prudents, on n'a pas débordé cette oblique, et sur les futurs, on est aux alentours de 6924, donc on baisse déjà, on revient sur ce niveau de support en préouverture sur les futurs. Donc pour l'instant, des opérateurs plutôt prudents, un niveau de 6920 qui est préservé, on a des petites extensions possibles aussi en direction de ce niveau de 7021. Donc pour l'instant, haussier, et encore une fois, tant que on forme des plus hauts, c'est un signe de force dans le marché, donc pour l'instant,
un marché haussier à surveiller. Voilà pour le S&P. Petit commentaire, donc on va aller regarder les différentes bancaires. Petit commentaire et petite précision aussi avant de passer à l'analyse des différentes bancaires et des cas extrêmes. Les bancaires sont en baisse en ce début de semaine, en tout cas en préouverture, suite à l'annonce de Donald Trump de vouloir manifestement limiter le taux d'empreinte pour les cartes de crédit, enfin les emprunts sur les cartes de crédit, et donc ça fait plonger, en tout cas baisser en préouverture les différentes valeurs bancaires, donc ça a une incidence en amont de la saison des publications déjà, donc à prendre en compte dans la lecture que vous ferez graphique et qu'on va faire graphique maintenant. Pour l'instant, nous, on va regarder les différentes configurations avec à la clôture de vendredi soir, hein, les marchés n'étant pas encore ouverts à Wall Street. Et vous voyez des préouvertures qui sont en baisse relativement significative hein, pour l'instant. Vous avez JP Morgan Chase à l'écran en journalier. On va dézoomer en hebdomadaire. JP Morgan, titre haussier, parcours largement haussier, on était dans un range 296,20, 321,40, on l'a débordé par le haut, on est allé chercher une cible importante, une résistance à 330,80, on a buté contre ce niveau. Attention, j'ai détecté aussi sur JP Morgan une vague de Wolf possible, donc vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 qui s'est bien arrêté entre la 1 et la 2, proche de la 2, mais entre la 1 et la 2. Et pour l'instant, on a tenté de déborder l'oblique 1,3 en fin de semaine dernière, et pour l'instant, on avait clôturé au-dessus, et on la réintègre. Donc, peut-être validation de cette vague de Wolf. Donc, la cible dans ce cas-là, hein, je vous rappelle que c'est le retour sur l'oblique formé par les points 1 et 4, donc retour sur cette oblique noire ici. Donc, pour la séance du jour, ça donnerait déjà des retracements assez significatifs de 161,80. Encore une fois, on a la publication cette semaine donc, de JP Morgan, donc ça peut aussi avoir une incidence sur le comportement des prix, mais on a un titre pour lequel les opérateurs, je vous le rappelle, sont pessimistes, hein, 1,23 de ratio put-call, donc ils sont quand même très prudents. Donc attention à des contre-pieds sur JP Morgan pour ce début de semaine. Autre bancaire qui va nous intéresser, c'est Bank of America, qui publie aussi cette semaine. Bank of America, je vous rappelle que le ratio put-call est là à 0,21, donc là on est carrément beaucoup plus prudent, d'autant plus que la configuration graphique nous y incite. Regardez ce graphique hebdomadaire de Bank of America avec un titre qui s'inscrit à l'intérieur d'un biseau, un biseau d'épuisement, donc une structure en pointe hein, avec des cotations qui se resserrent vers le haut, biseau haussier et donc une structure qui est potentiellement baissière. En préouverture, on est déjà en baisse manifestement, et puis vous avez toutes ces bougies, hein, ce pendu en haut de marché, puis cette étoile du soir, étoile filante pour la séance la semaine du 5 janvier. Donc bougie hebdomadaire de la dernière semaine de l'année qui était bien un signe d'indécision et un petit pendu qui n'est pas un très bon signal en haut de marché. Ce biseau d'épuisement, et puis étoile filante en hebdomadaire la semaine dernière, hein, encore une fois, ça traduit le comportement des opérateurs. On est allé former de nouveau plus haut, et puis en fin de semaine, ce sont bien les vendeurs qui ont repris la main, puisqu'on termine finalement en baisse sur la semaine, légère baisse, mais en baisse. Donc je vous rappelle que pour le biseau, la cible, eh bien, c'est d'aller rechercher le pied de ce biseau. Le pied, il est à mon sens situé ici, sur ce niveau de support à 50,43. Alors pour l'instant, en préouverture, on ouvrirait aux alentours de 54,61. La cible du biseau, elle se situe ici, et je vous rappelle le ratio put-call 0,21, 0,22 sur Bank of America, donc hyper optimisme avant la publication et une configuration graphique qui incite à la prudence. Si on venait en revanche bien se réinstaller au-delà de 56,17, on invaliderait probablement ce biseau pour aller chercher l'extension qui se trouve à 59,82. J'ai pas dessiné beaucoup de résistance supérieure pour l'instant, puisque c'est un peu lourd comme configuration sur Bank of America avant sa publication cette semaine. Autre publication qui nous intéresse, parce qu'on est très optimiste, c'est Citigroup. Citi que je vous affiche à l'instant, graphique hebdomadaire aussi, un parcours bien haussier pour Citigroup qui est allé chercher une cible à 123,90, un repli, pareil, un préouverture en baisse comme tout le secteur pour les raisons que je vous ai indiquées précédemment. Le ratio put-call pour Citigroup, il est un peu moins optimiste, mais il reste quand même à 0,38. Donc attention, et on ouvrirait en baisse pour l'instant. On n'a pas de structure de retournement sur le titre, juste un échec un repli contre une résistance importante, peut-être un gap baissier en ce début de semaine, et puis un support à 114,86 à préserver, au risque sinon d'aller chercher le support suivant à 103,50. Beaucoup d'optimisme sur Citigroup aussi, malgré tout, donc prudence. Autre valeur bancaire qui nous intéresse, c'est Morgan Stanley. Morgan Stanley que vous avez ici à l'écran.
Un titre avec un parcours bien haussier aussi, que vous voyez ici. Pour l'instant, la baisse en préouverture est plus modérée pour Morgan Stanley, qui a terminé sur des sommets historiques la semaine dernière. En revanche, prudence pour ce titre, dont le ratio put-call est à 0,31 avant sa publication de cette semaine. Donc, encore une fois, ça nous incite à la prudence. C'est comme toujours la publication qui prévaudra, vous le savez, mais le comportement des opérateurs incite à être un petit peu prudent. Disons que beaucoup sont déjà acheteurs sur le titre, donc bien difficile de trouver de nouveaux entrants pour aller chercher de nouveaux sommets. C'est ce que traduit ce ratio put-call, alors que le titre évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière, nettement depuis plusieurs semaines maintenant. Tant qu'on est au-delà de 180,50, la cible suivante c'est 202,90. Si on passe en dessous, attention, retour sur la ligne de tendance haussière et pourquoi pas cette zone 158, 163,86 pour Morgan Stanley. La dernière bancaire qu'on va regarder cette semaine, à cause de son ratio qui, cette fois-ci, est en revanche très pessimiste. Petite position ouverte, je le rappelle, mais un ratio put-call à 2,31. C'est donc très très prudent. On avait indiqué il y a quelques temps ce biseau au cours de la dernière publication des bancaires. Là, ça s'est traduit par un mouvement de baisse. On est allé même en deçà du pied du biseau. On est allé chercher ce support important à 984,76. On a un peu rebondi dessus. Pas mal d'indécisions la semaine dernière. Et vous voyez un titre qui est en légère baisse en ce début de semaine sur les futurs, mais qui préserve pour l'instant 1062,40 et ce ratio très très pessimiste qui nous incite à être, nous, un peu plus optimistes avant la publication. Donc ce niveau de support qu'on peut peut-être rajuster d'un cran en bas, 1060. Donc la zone 1060-1107 qui va être intéressante à arbitrer. Si on passe en dessous, on repart chercher 984,76 probablement. Si on réussit à déborder 1107, eh bien on va pouvoir aller chercher 1172 et pourquoi pas 1226 au moins pour un titre qui est bien la valeur du secteur bancaire large parmi les plus pessimistes avant la publication. Les autres publications qui nous intéressent cette semaine, ce sont Delta Airlines. Là, attention, on a un titre qui a fait un très très gros parcours haussier. La dernière fois qu'on l'avait commenté ensemble, c'était dans le courant du mois de juillet. On indiquait un excès de pessimisme et une probable sortie de ce petit canal baissier. Ça avait donné une première cible intéressante qu'on était allé rallier rapidement, qui était à 56,55. Le titre avait replié ensuite pour aller finalement déborder ce niveau, s'appuyer dessus, un comportement graphique très propre. On a formé de nouveaux plus hauts historiques sur Delta Airlines, je dézoome, la semaine dernière. Et là, on aborde cette semaine et cette publication pour le titre Delta Airlines avec un ratio put-call qui, je vous le rappelle, est à 0,22. Très, très optimiste. Donc, prudence. On a, ceci dit, pour l'instant, une configuration graphique qui est plutôt haussière. On a cette résistance intéressante à 72,34. Ce petit support intermédiaire qui est situé ici. On va le remonter d'un cran. Voilà, 69,42, on est entre 69,42 et 72,34 pile en préouverture. Si on déborde 72,34, c'est 76,55, pourquoi pas 86,85, j'ai tracé des extensions de long terme, mais beaucoup d'optimisme, donc attention, retour à 66,47, et sous 66,47, on aura des niveaux intermédiaires, probablement dans cette zone de prix, aux alentours de 61,81, mais c'est surtout le gros support à 56,55 qui est en mire, donc attention à un excès d'optimisme du côté de Delta Airlines. Et puis on va terminer par Taiwan Semiconductors, TSM, qui a un ratio put-call qui est relativement optimiste. On n'a pas d'extrême. 0,60, c'est quand même assez optimiste, mais pas dans les extrêmes. Et ici, Taiwan Semiconductors qui évoluait au sein d'un grand trading range 272,40, 309,30, bien l'a débordé fin décembre pour aller s'installer un range plus haut, 309,30, 346,20 la cible idéale. On s'est arrêté sur une médiane à 327,40. On est un petit peu en baisse en préouverture, donc un peu d'optimisme avant la publication. Pas beaucoup de momentum, mais peut-être une consolidation nécessaire jusqu'à 309,30 pour aller chercher des plus hauts. Attention, si on rompt ce niveau-là, c'est une fausse sortie et un mauvais signal pour Taiwan Semiconductors qui pourrait rallier au moins le bas de son range précédent, 272,40. Voilà pour les publications à surveiller cette semaine. On va jeter un œil du côté de volumines habituels qui ont été détectés par Paul. Un volumine habituel qui a été détecté sur Apple. J'y reviendrai sur Apple en fin d'émission puisque ça va être l'objet de notre stratégie du jour. En revanche, il y a aussi un volumine habituel sur Alibaba,
Et Alibaba, vous savez qu'elle nous intéresse graphiquement depuis quelques temps. Heu, j'ai un petit biais d'optimisme sur la tech chinoise et manifestement, ça se met enfin en place, même si ça a été un peu long. Le titre évolue au sein d'un biseau aussi, alors on pourrait le réajuster un petit peu, mais en tout cas, les dernières cotations ont permis de préserver la zone 146, 156,80. On ouvrirait légèrement au-delà de 156,80, ce gros niveau de support en préouverture, on a préservé 146, et donc bien peut-être pour aller chercher la cible idéale pour le titre Alibaba qui est situé à 207,50 au moins. Je vous rappelle que Alibaba, c'est une grosse recovery hein, pour cette tech chinoise qui est sortie de cette grosse structure qui a été formée depuis 2021 entre, j'ai pris la zone de support la plus courte, 72,20 et la résistance à 131,80, on l'a débordé, on a réaccéléré à la hausse et puis on s'est stabilisé dans cette zone de prix. Je pourrais maintenant tracer un support intermédiaire donc situé aux alentours de 146,5, niveau qu'on a préservé. Donc c'est peut-être la réactivation de la dynamique haussière après une pause de plusieurs mois pour Alibaba pour aller eh bien, au débordement de 156,80 chercher cette résistance à 168,80 et pourquoi pas des extensions en direction de 207,5, 207,50. On a même des résistances majeures de long terme à 224,40. Alibaba qui a du potentiel pour aller rechercher des sommets. Donc voilà, un parcours qui reste haussier, une pause qui a été un petit peu longue après une grosse accélération, donc une consolidation assez légitime, assez propre techniquement, même si ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Et si pour l'instant, il y a du mieux sur Alibaba. Autre volume inhabituel avant de passer à nos stratégies, c'est Netflix. Intéressante cette stratégie parce que Paul a détecté donc sur Netflix qui avait formé des sommets en juin 2025 et bien un gros retracement depuis. On est allé chercher donc cette résistance à 134,10, retour sur ce gros niveau de support à 88,68 et Paul a détecté la semaine dernière une grosse stratégie dont on a les bases cette fois-ci, un bull call spread monté donc sur l'échéance du mois d'août prochain, août 2026. L'opérateur qui a monté cette stratégie a acheté 70 000 calls de prix d'exercice 110 sur août. Il a financé en partie cette stratégie avec 70 000 calls de prix d'exercice 130 sur août. C'est-à-dire que l'opérateur s'attend à un mouvement haussier qui, idéalement, irait clôturer le plus proche possible de 130. Il serait gagnant si on termine au-delà de 110 et en dessous de 130. Au-delà de 130, il serait toujours gagnant, mais il ne gagnerait pas plus. Je vous rappelle le principe du bull call spread. Ça permet de travailler une stratégie haussière, d'en limiter le gain, mais de financer une partie de l'achat du call par cette vente de prix d'exercice supérieur qui va venir en déduction du coût de l'achat du call. Stratégie qui est quand même extrêmement importante en taille et dont Paul nous a détaillé les enjeux, puisque le risque, c'est une perte de 19 880 000 dollars pour un gain potentiel de 120 millions de dollars. Donc une stratégie extrêmement importante en termes de taille haussière sur Netflix qui revient sur un niveau de support. Donc on peut se dire que voilà, c'est intéressant. Petit commentaire, c'est que bien grâce aux options, encore une fois, cet opérateur a créé une stratégie qui peut lui permettre de gagner si le titre remonte, idéalement s'il attend l'échéance de terminer au-delà des prix d'exercice qu'on a fixés ensemble, au-delà de 110, mais rien ne l'empêche, si le titre monte avant, eh bien de prendre du bénéfice sur sa stratégie qui sera quand même gagnante. Voilà, et tout l'intérêt aussi de cette stratégie, c'est de ne pas essayer de trouver le point d'entrée idéal pour acheter le titre Netflix, mais de créer une stratégie haussière qui va bénéficier d'une hausse rapide du titre ou d'une hausse suffisante pour aller chercher cette zone 110-130 à l'échéance du mois d'août. En revanche, évidemment, le risque en contrepartie, c'est que si on termine et que l'opérateur ne sort pas, que Netflix ne bouge pas rapidement, eh bien que l'opérateur perde la valeur de sa stratégie. Encore une fois, il pourra décider de la rouler avant son terme, il y aura encore une fois d'autres choix possibles, mais s'il attendait l'échéance et qu'il ne faisait rien et que le titre termine sous 110, mais il aurait perdu toute la valeur de son pari de près de 20 millions de dollars. Donc ça, c'est le risque en contrepartie, mais encore une fois, ça se gère au fur et à mesure de la vie de l'option, de la position et de la stratégie ouverte ici. En tout cas, peut-être un signal intéressant et un opérateur qui manifestement envisage une forte hausse pour Netflix. Et on va terminer par le titre de la semaine sur lequel on va zoomer, qui est Apple. Apple pour différentes raisons. Déjà, un volume inhabituel détecté par Paul. On n'a pas eu les bases, mais du volume d'options qui a été bien supérieur à la moyenne sur Apple. Apple, je rappelle que le titre évolue depuis maintenant 2023 au sein d'un canal haussier de long terme, assez propre graphiquement, testé une fois, deux fois, enfoncé au mois d'avril comme beaucoup de titres, mais réintégré rapidement. On avait été testé la borne haute ensuite,
avant, revenir tester en avril la borne basse, réintégrer et puis aller chercher la borne haute à nouveau, échec contre cette borne haute, et on l'avait indiqué ensemble ce possible échec, souvenez-vous, puisque on avait monté ensemble une stratégie de long terme, un strangle ici avec l'achat d'un put d'un côté, donc selon la sensibilité plus ou moins haute, et puis l'achat d'un call, envisageant qu'il y ait un mouvement important sur le titre Apple. Effectivement, pour l'instant, la stratégie est toujours ouverte, mais elle s'oriente plutôt vers un mouvement baissier, c'est ce que nous avait indiqué le graphique, hein. Échec contre la borne haute du canal haussier de long terme, donc repli probable. Mais encore une fois, l'intérêt avec les stratégies backtestées, c'est de dire qu'on n'a pas d'orientation particulière, et puis une stratégie qui est intéressante, puisqu'elle envisage simplement un mouvement important, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Le risque pour cette stratégie-là, rappelez-vous, c'était que le titre stagne trop longtemps. Là, pour l'instant, il a pas mal baissé, donc la stratégie, pour l'instant, est gagnante, mais encore une fois, c'est une stratégie de long terme. Ceci dit, pour hedger cette stratégie, Paul a détecté et a backtesté, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas le fruit d'une appréciation uniquement discrétionnaire, c'est le fruit d'un backtest, a détecté une stratégie qui va être de plus court terme cette fois-ci, sur laquelle on va monter en contrepartie du straddle ici, du strangle ici, un bull put spread. Un bull put spread, je vous rappelle que c'est alors un achat de put qui va couvrir une stratégie. Je vais la modifier le texte avec vous ici. Voilà. Puisque cette fois-ci, on va vendre un put. Donc une autre stratégie, hein, ça annule celle que je vous montrais à l'écran précédemment, ça n'annule pas, mais ça c'est plus celle qui est c'est plus celle que je vous montre ici. On va vendre un put, en général, sous les cours actuels du sous-jacent pour encaisser de la prime, et on va protéger cette stratégie par un achat de put de prix d'exercice inférieur qui va limiter le risque. Le principe du bull put spread, vous vous en souvenez. Si vous avez des doutes là-dessus, je vous invite à aller voir nos différentes vidéos sur le sujet, et on le détaille, tous les intérêts et tous les enjeux du bull put spread. Le principe d'un bull put spread, eh bien, c'est de profiter de la stagnation ou de la hausse du sous-jacent, tant qu'on termine au-dessus du prix d'exercice et au-dessus du point mort, hein, puisqu'on a encaissé de la prime là-dessus, eh bien on a 3 cas de figure favorables avec le bull put spread. En revanche, on a un risque qui est plus important de perte, et qui va être fixé, donc ce risque va être fixé selon le niveau d'achat de put qu'on va déterminer. Plus je vais prendre un put lointain, ben, moins elle va me coûter cher, mais plus j'ai de risques. Plus je vais prendre un put proche, eh bien plus je vais être protégé, et plus ma zone d'alerte, ma zone de risque se situera, elle sera courte, elle sera située entre mon niveau de vente de put et mon niveau d'achat de put. Encore une fois, c'est l'achat de put qui va venir protéger ici, venir en déduction de la prime perçue, mais venir protéger ma stratégie. L'intérêt, eh bien, ici aussi, c'est qu'on va avoir 2 stratégies ouvertes en même temps sur le même sous-jacent, une stratégie qui envisage un mouvement important, et puis une stratégie de hedge qui fait que, bien, si le titre Apple voulait rebondir ou remonter à court terme, eh bien, on pourrait bénéficier de ce rebond et protéger le strangle qu'on a indiqué précédemment. Donc, vous voyez, encore une fois, ici, avec les options, possibilité de combiner différentes stratégies pour avoir différents scénarios, et donc protéger les stratégies les unes avec les autres, et gagner ponctuellement sur un possible rebond du titre. Et cette stratégie, comme je vous le disais, est le fruit d'un backtest. Ce backtest, il a permis d'obtenir entre 89 et 95% de réussite par le passé. Donc, encore une fois, ça n'est pas une stratégie qui est décidée au hasard, mais dont l'intérêt a été vérifié selon la configuration et ce qu'a mis au point Paul. Donc, tout l'intérêt des options, une stratégie ouverte précédemment qu'on va hedger, protéger avec une autre stratégie. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire un point sur les stratégies que nous avons mises au point ensemble depuis quelques temps maintenant. Je vous montre tout de suite le tableau de synthèse des différentes stratégies, avec à ce jour 42 stratégies que nous vous avons proposées, 39 ont été clôturées, 6 ont été perdantes, 33 gagnantes, et nous avons donc 3 stratégies en cours. Un autre élément important que je voulais vous donner aussi pour cette fin de semaine, c'est qu'on a clôturé en gain enfin la stratégie sur Costco qui datait du mois d'octobre dernier. Cette stratégie, et encore une fois, tout l'intérêt et la magie des options, cette stratégie, elle a été très rapidement quasiment gagnante, à quelques dollars près, et puis Costco, eh bien, c'était un bull put spread. Costco a pas mal rebaissé, mais encore une fois, grâce au backtest, à eh bien, l'historique et la configuration favorable historiquement et backtestée par Paul, eh bien, on a supporté pendant un long moment une perte potentielle, hein, je vous l'indiquais à chaque semaine. Et bien, ensuite, le titre s'est repris, et donc ça a permis, eh bien, de ne pas être stoppé, de pouvoir conserver cette position et de pouvoir terminer finalement gagnant
comme nous l'avait laissé entendre de façon probable la statistique calculée par Paul. Donc encore une fois, avec les options de la marge, du temps et la possibilité de supporter ponctuellement une perte qui a permis au final d'avoir une stratégie gagnante. Donc on a pour l'instant 84,6% de stratégies gagnantes et on va continuer à vous proposer toutes ces stratégies. Merci à toutes et à tous de liker, de partager ce contenu. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Merci aussi de nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo, de nous poser vos questions si vous en avez, et puis de vous abonner à notre newsletter pour bien recevoir tous les différents éléments de nouveautés et qu'on pourra vous proposer. Et puis on est bien sûr disponible pour toutes vos questions quant aux différentes formations que nous proposons. Excellente semaine à toutes et à tous.